Fresh Morning. Fresh Morning. De retour dans le studio du Da Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi sur l'actualité internationale? Eh bien, on va revenir sur le Brexit qui a connu, qui a connu son épilogue la semaine dernière, dans la mesure où c'est terminé officiellement. Les Britanniques et les Européens sont parvenus à un accord commercial, c'est-à-dire à mettre en place des accords qui vont régir leurs relations. Et donc, c'est un vote qui s'est déroulé mercredi de la semaine dernière. Et ce vote, comme je l'ai dit, a mis un point final au chapitre du Brexit. Donc tout ça là, c'est fini, c'est clos. Non, c'est clos. Sur le plan, il n'y a plus de négociation. Il y a maintenant un accord qui est là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est veiller à sa mise en application. Et ça, évidemment, ça va encore poser quelques problèmes. Mais l'étape était simple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le 24 décembre dernier, les négociateurs britanniques et ceux de l'Union européenne sont parvenus à un accord. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument qu'avant le 1er janvier 2021, il y ait un accord. Sinon, on entrait dans le cadre du hard Brexit, c'est-à-dire un Brexit sans accord avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir, notamment sur le plan économique et social. Et donc, les négociateurs, conscients de cette réalité-là sur laquelle ils voulaient absolument éviter, même si les Britanniques, parfois, sur certaines questions, ont traîné des pieds. Parfois, durant les négociations, les Britanniques revenaient parfois sur certaines clauses, les remettaient en cause ou voulaient un report carrément de leur mise en application. Les négociateurs européens ont été fermes et évidemment, ils ont quand même pu amener les Britanniques à valider cet accord-là le 24 décembre dernier. Et donc, cet accord entre les négociateurs britanniques et européens donnait une valeur immédiatement, donnait à cet accord-là une valeur déjà, il le rendait applicable, mais seulement à titre provisoire. Parce qu'évidemment, les négociateurs parlent au nom des gouvernements et les gouvernements parlent au nom des peuples, mais les négociateurs ne sont pas les représentants des peuples. Donc, il fallait que cela passe par la case Parlement. Donc, étant donné que l'Union européenne, il y a 27 États-nations, donc on ne peut pas passer par les 27 parlements nationaux. Et donc, comme au sein de l'Union européenne, l'ensemble des peuples des États-nations sont représentés dans le Parlement de Strasbourg, le Parlement européen, et donc c'est à ce Parlement-là qu'incombait l'examen et le vote, puis la ratification en quelque sorte de cet accord-là. Et c'est ce qui s'est passé mercredi de la semaine dernière. Il faut savoir que c'est un accord volumineux, il fait à peu près 1246 pages, et donc les députés européens avaient quand même très très peu de temps pour l'examiner. Ils ont eu moins de 2 semaines pour le faire. Et donc, il faut savoir que sur les 697 votants qui étaient présents dans l'hémicycle, 660 députés ont approuvé le texte, 5 s'y sont opposés et 32 se sont carrément abstenus. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, le texte ayant été approuvé par le Parlement européen, il faut savoir que le Parlement britannique aussi avait approuvé le texte. Ils avaient même été les premiers à approuver le texte avant les Européens. Et donc là, ça veut donc dire que la troisième étape est terminée dans celle du Brexit, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il y avait une première étape dans laquelle on détricotait l'ensemble des traités qui liaient le Royaume-Uni à l'Union européenne. Puis il y avait une deuxième étape où il fallait renégocier les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, tant sur le plan diplomatique, sur le plan judiciaire et pénal, sur le plan économique, sur le plan aussi social, parce qu'il y a l'éducation dedans, notamment avec des projets européens comme Erasmus, etc. Donc, il fallait renégocier tout ça. Et ensuite, la troisième étape, c'est mettre en œuvre de nouveaux accords qui vont régir les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et donc, c'est cette dernière étape-là qui s'est achevée le 24 décembre dernier. On a eu donc un accord qui était provisoire. Dans un premier temps, la durée de cet accord provisoire-là devait s'achever le 30 avril dernier. Et donc, c'est la raison pour laquelle les députés devaient rapidement examiner cet accord. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, à partir du 1er mai, donc, cet accord est devenu
permanent. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Eh bien, il faut déjà bien comprendre que cet accord, de manière globale, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il établit des régimes préférentiels dans des domaines tels que le commerce des marchandises et des services, bien entendu, le commerce numérique, la propriété intellectuelle, les marchés publics, l'aviation et le transport routier, l'énergie, la pêche, la coordination de la sécurité sociale, la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la coopération thématique et la participation au programme de l'Union. Cet accord également s'appuie sur les dispositions garantissant des conditions de concurrence équitables et le respect des droits fondamentaux. Alors, de quoi est-il constitué en fait cet accord? Eh bien, on peut le diviser en 3 parties. Il y a d'abord un accord de libre-échange avec une coopération sur les questions économiques et sociales, environnementales et sur celles qui concernent la pêche. Ensuite, il y a un accord qui met en place un partenariat étroit sur la sécurité des citoyens. Et ensuite, il y a évidemment un accord qui définit un cadre de gouvernance globale. Alors, pour ce qui concerne l'accord de libre-échange, ce qu'on peut retenir, c'est que cet accord-là couvre non seulement les échanges de biens et de services, mais aussi tout un large éventail qui va dans d'autres domaines tels que des domaines d'intérêt, aussi bien pour l'Union européenne que pour le Royaume-Uni, tels que les investissements, la concurrence, les aides d'État, la transparence fiscale, le transport aérien et routier, l'énergie, la durabilité, la pêche, la protection des données, la coordination en matière de sécurité sociale. Pour ce qui concerne bien entendu le partenariat pour la sécurité des concitoyens, cet accord notamment établit un nouveau cadre également pour la coopération policière et judiciaire en matière pénale et civile. Il reconnaît également la nécessité d'une étroite collaboration entre les autorités policières et judiciaires nationales, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la criminalité, le terrorisme transfrontalier, ainsi que les poursuites en la matière. Eh bien, cet accord prévoit également le développement de nouvelles capacités opérationnelles qui doivent tenir compte du fait que le Royaume-Uni, en tant que pays non membre de l'Union européenne et qui n'appartient pas également à l'espace Schengen, ne va plus disposer des mêmes moyens qu'auparavant. Et donc, la coopération en la matière, notamment en ce qui concerne la sécurité, pourrait être suspendue en cas de violation par le Royaume-Uni de son engagement à continuer d'adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme et son application au niveau national. Et évidemment, il faut également savoir que il y a évidemment des éléments qui ne rentrent pas dans cet accord. Il faut d'abord savoir que notamment le niveau d'intégration, évidemment, c'est ce qu'il fallait absolument maintenir dans cet accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Évidemment, il y a un aspect qui ne rentre pas à l'intérieur, c'est celui, évidemment, concernant les relations entre les États, concernant en fait, c'est le statut de l'Irlande. Il faut savoir que l'Irlande, pour ceux qui ne le savent pas, l'Irlande d'abord c'est une île qui est située au large de l'Angleterre et du pays de Galles, et cette île est divisée en 2 États. On a la République d'Irlande qui occupe les 2 tiers de l'île, et cette République d'Irlande c'est un État indépendant, qui est membre de l'Union européenne. Et on a la République, on a l'Irlande du Nord. Et l'Irlande du Nord occupe les 1 tiers, et comme son nom l'indique, c'est au nord de l'île, notamment du côté de sa façade avec le Royaume-Uni, avec l'Angleterre. Et cette Irlande du Nord n'est pas membre de l'Union européenne, ou n'est plus membre de l'Union européenne, du fait que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union européenne. Et donc, la difficulté était de savoir, est-ce qu'il fallait rétablir une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord? Alors, c'est une question épineuse et extrêmement sensible. Pourquoi? Parce que c'est une île qui a connu de nombreux traumatismes durant notamment les années 70 et 80, avec notamment à Belfast, la guerre civile qui déchirait l'Irlande du Nord, notamment avec d'un côté l'armée républicaine irlandaise et d'un autre côté le gouvernement local, qui est un gouvernement qui est dirigé par Londres. Et donc, il faut savoir également que la République d'Irlande avait soutenu activement l'IRA, parce qu'il faut savoir que cette guerre entre l'IRA d'une part et le gouvernement local de l'Irlande du Nord, c'est une guerre d'abord qui
qui s'est faite sur une base religieuse. Parce qu'il faut savoir que l'Irlande du Nord est majoritairement occupée par des anglicans, ce qui est une branche du protestantisme, et l'IRA, ce sont les minorités catholiques qui vivent en Irlande du Nord et donc qui combattent ce gouvernement local-là et qui ne reconnaissaient pas jusqu'à à ce qu'il y ait des accords, ne reconnaissaient pas la légitimité de la couronne sur cet espace de l'Irlande-là. D'accord. Et de l'autre côté, évidemment, on avait le gouvernement local qui combattait activement. Donc, évidemment, rétablir une frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord devait raviver des tensions et surtout raviver ces souvenirs extrêmement douloureux qui sont encore présents dans l'esprit des Irlandais. Et donc, pour éviter cela, les Britanniques et les Européens ont convenu d'un fait, c'est-à-dire qu'on accorde un statut particulier à l'Irlande, c'est-à-dire que les accords, il n'y aura pas de frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc pas de frontière physique, ça veut dire pas de barrières douanières, pas de poste de police des frontières justement entre les deux États, le temps de trouver une solution. Donc par contre, il va y avoir un contrôle aux frontières à partir de l'Irlande du Nord à destination, évidemment, du Royaume-Uni. Donc, c'est ça que, évidemment, ils ont négocié, ils sont parvenus à obtenir. Mais, évidemment, à chaque fois que Boris Johnson, lors des négociations, n'était pas content des résultats, parfois, il menaçait de rétablir des frontières entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Fort heureusement, jusqu'à ce que l'accord ait été signé et ratifié, on n'est pas arrivé à ce point-là. Mais il reste qu'il y a encore des points de tension entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Un des points de tension concernant l'Union européenne, c'est la pêche. Il faut savoir que, par exemple, un pays comme la France, les pêcheurs français font les 2/3 de leur volume de production halieutique dans les eaux britanniques, parce que les eaux britanniques sont évidemment bien plus poissonneuses que les eaux maritimes françaises. Et donc, pour pêcher dans ces eaux britanniques-là, avant, lorsqu'il n'y avait pas le Brexit, les pêcheurs français n'avaient pas besoin d'autorisation spéciale de la part des autorités britanniques pour aller pêcher là-bas. Tout ce que les pêcheurs français devaient faire, c'était juste prévenir les autorités britanniques de leur présence et de déclarer la quantité de poissons qu'ils pêchaient dans ces eaux britanniques-là. Maintenant, ce n'est plus du tout la même chose, parce que venir dans des eaux britanniques, c'est aller dans un territoire étranger, et donc il faut qu'ils aient des autorisations pour pouvoir pêcher dans les eaux britanniques. Or, depuis le début du 1er janvier, puisque c'est à partir de cette date-là que normalement le Brexit passait, le nouvel accord, les nouveaux accords entraient en vigueur, on a l'impression que du côté britannique, selon l'opinion des pêcheurs français, ça traîne un peu des pieds pour délivrer évidemment ces autorisations-là. La même chose du côté des Britanniques. Il faut savoir que 44% du commerce international du Royaume-Uni est tourné vers les pays européens. Et les moyens pour les Britanniques d'envoyer leurs marchandises vers les pays européens se fait essentiellement par voie terrestre et par voie ferroviaire. Et donc, depuis un moment, on assiste à quelque chose de totalement ahurissant. On va à la frontière, par exemple, à la frontière entre le Royaume-Uni et la France, on voit des millions de camions qui reviennent, qui sont passés par la Manche, qui arrivent en France et qui sont bloqués à l'entrée de la France parce que ces camions-là n'ont pas toutes les autorisations pour pouvoir circuler à l'intérieur du territoire français et déposer les marchandises qu'ils transportent. Donc, tout ça fait qu'évidemment, ça crée parfois des tensions, mais ça, c'était tout à fait prévisible parce que quand un accord d'une telle ampleur, d'une telle envergure entre en service, il faut ramener des gens à reprendre certaines méthodes, à retrouver certains automatismes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, entre les pays européens et le Royaume-Uni, il n'y avait plus aucun contrôle de biens, de personnes ni de marchandises. Donc, c'était une libre circulation des biens et des marchandises. Donc, aujourd'hui, du fait du Brexit, on est obligé de ramener des frontières. Et donc, il faut ramener déjà toutes ces administrations et tous ces moyens de contrôle de leurs frontières. Et évidemment, entre leur mise en œuvre et le moment où ces administrations-là vont atteindre une vitesse de croisière, ça demande encore du temps. Et puis, il faut savoir que les Britanniques et les
Européens ont convenu de la mise en place d'une commission parlementaire conjointe dont le but sera exclusivement dédié à veiller à contrôler la mise en œuvre de cet accord. Merci Jean-Paul qui revenait sur le Brexit ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.